Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 5 mai 2021 au sommaire de cette émission. Tandis qu'Emmanuel Macron célèbre un empereur Napoléon, nous recevons Jacques Rancière, philosophe indiscipliné qui réfléchit depuis des décennies sur l'égalité, l'émancipation et la démocratie, entre autres. Notre entretien exceptionnel avec un penseur nécessaire en ces temps troublés. Mais d'abord avec toi, Valentine Auberti, salut. Salut Mathieu. Nous allons faire un retour sur le meurtre de Sarah Halimi, un meurtre antisémite en 2017, une affaire dont le dénouement judiciaire a pu susciter l'indignation. Bienvenue dans À l'air libre, c'est l'émission quotidienne de Mediapart. C'est une affaire qui légitimement suscite la plus grande émotion et dont le dénouement judiciaire n'a pas été compris. Valentine, cette affaire, elle porte un nom, le nom d'une femme tuée en 2017. Elle s'appelait Sarah Halimi. Oui, cette affaire, c'est donc le meurtre antisémite de Sarah Halimi, retraitée juive de 65 ans, frappée à son domicile du 11e arrondissement de Paris, puis défenestrée la nuit du 3 au 4 avril 2017 par son voisin Kobili Traoré. À peine élu, le nouveau président Emmanuel Macron s'exprime alors que l'enquête est en cours lors de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Et malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Alors, faire toute la clarté. Très vite, une question de droit est soulevée. Kobili Traoré peut-il être considéré comme pénalement responsable, c'est-à-dire dans une santé mentale lui permettant d'être jugé? Des experts se sont succédés pour examiner son cas. Ils sont unanimes sur l'état de Kobili Traoré au moment des faits. Il était pris d'une bouffée délirante. 6 experts concluent à l'abolition de son discernement. Un seul conclut à son altération. La Cour d'appel de Paris tranche, il est irresponsable pénalement. La famille fait un recours devant la Cour de cassation. Et à nouveau, Emmanuel Macron s'en mêle, cette fois devant la communauté française d'Israël. Alors je sais combien, dans ce contexte, l'émotion est encore forte. Après la décision rendue par la Cour d'appel de Paris sur l'assassinat de Sarah Halimi. Le président de la République n'a pas à commenter une décision de justice ni à prétendre la remettre en cause. La justice doit avoir un lieu. Et je sais la demande de procès qui doit se tenir. Le besoin de procès, lui, est là. Le besoin que toutes les voix s'expriment, se disent, et que l'on comprenne ce qui s'est passé, pour que ce que tout un procès comporte de réparation, parce qu'il est lui-même, puisse se tenir. Alors qu'un procès puisse se tenir pour le respect de la séparation des pouvoirs, on repassera. La Cour de cassation a fini par trancher il y a 2 semaines dans un arrêt rendu le 14 avril. La plus haute juridiction française déclare Kobili Traoré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. Et peu importe qu'il ait consommé du cannabis, la Cour précise que la loi sur l'irresponsabilité pénale ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique. Comprendre, même si Kobili Traoré a consommé volontairement du cannabis dont il pouvait savoir que cela pourrait modifier son comportement, eh bien ça ne change rien à son irresponsabilité pénale. Il ne sera donc jamais jugé. Émotion et colère face à cette décision. La question de droit devient alors une question morale dont la société s'empare. Une manifestation dimanche 25 avril a rassemblé plus de 20 000 personnes place du Trocadéro à Paris. Une manifestation où étaient présents des responsables religieux, des élus, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, mais aussi une foule de simples citoyens. Pour eux, cette décision n'est pas acceptable, tout comme pour la famille Halimi, dont on a rencontré une des avocates, maître Caroline Tauby. C'est une décision que je ne commenterai pas, parce que je ne veux pas commenter une décision de justice, mais c'est vrai que nous sommes très déçus par cette décision, parce qu'elle prive la famille d'un procès. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à accepter. Si elle est inacceptable humainement, qu'elle prive la famille d'un procès, est-ce que vous la comprenez en droit ? Ce que j'ai compris et ce que je comprends en droit, c'est que dans ce dossier, comme dans tous les dossiers criminels, des experts sont nommés pour savoir si oui ou non une personne est responsable de ses actes, si son discernement a été aboli, auquel cas il n'y a pas de procès, si son discernement a été altéré, à ce moment-là,
il y a un procès devant une cour d'assises. Voilà. C'est vrai que dans ce dossier, ce qu'on a du mal à accepter, c'est que finalement les experts ont dit les deux. C'est-à-dire que le premier expert qui a été désigné, qui est un expert reconnu, remarquable, a indiqué que, effectivement, comme tous les autres experts, il y a eu dans ce dossier une bouffée délirante qui a aboli le discernement, mais le docteur Zaguri a considéré qu'à partir du moment où cette bouffée délirante avait été entraînée par la consommation de stupéfiants, eh bien finalement le discernement n'était qu'altéré et qu'il fallait un procès. On regrette que la justice ait tranché entre deux opinions différentes et que plutôt que d'envoyer cette affaire devant une cour d'assises qui, elle, devant un jury populaire, qui, elle, lui aurait pu trancher, eh bien la justice a tranché en disant que c'était terminé. Le psychiatre dont parle Maître Taubry, Daniel Zaguri, est expert auprès des tribunaux depuis des années. Il est le seul à avoir conclu à l'altération du discernement et non pas à l'abolition. Il a expliqué son expertise dans une tribune au Monde. Il explique que, comme tout citoyen, Kobili Traoré sait que la consommation d'un produit toxique illicite est susceptible de générer des effets de perte de contrôle aux conséquences imprévisibles. S'il est inéquitable d'imputer à Kobili Traoré l'intention délibérée de tuer, il est faux de prétendre qu'il n'est pour rien dans la perte de contrôle qui a permis le passage à l'acte criminel, écrit-il encore. En d'autres termes, puisqu'il savait l'effet imprévisible du cannabis, il ne peut pas être considéré comme irresponsable. Alors on a voulu l'interviewer, Daniel Zaguri, il a décliné. Son analyse, elle n'est pas partagée par les 6 autres experts. On a rencontré l'un d'eux, Frédéric Rouillon. Il fait partie du 2e collège d'experts qui a analysé Kobili Traoré. C'est un cas d'école d'abolition du discernement. Un grand délire hallucinatoire qui durait déjà depuis 2 jours, qui d'ailleurs s'est prolongé pendant des mois, lorsque M. Traoré a été interné en hôpital psychiatrique, puis en UMD, il s'est prolongé. Donc on n'était évidemment pas du tout dans le cas d'un accident aigu d'une ivresse cannabique, comme ça a pu être dit par certains. Ce n'était pas du tout ce cas de figure. Si c'était une simple ivresse, il est évident que nous n'aurions pas abouti à cette conclusion d'irresponsabilité pénale. Pour vous, il n'y a pas de doute? Non, si on fait son métier convenablement, ce que nous avons essayé de faire, on ne pouvait que conclure à cette abolition. Le cas Sarah Halimi n'est pas le seul qu'il ait eu à connaître. Des histoires comme ça, on en connaît, nous, psychiatres, depuis longtemps, puisque il y a eu, écoutez, en 2015, je crois me souvenir, l'affaire de Thomas Gambet, qui avait assassiné de 17 coups de couteau son voisin de palier, M. Mohamed El Makouli, dans un moment également délirant, où il lui a dit « Je suis ton Dieu, l'islam n'existe pas ». Et il a assassiné de 17 violents coups de couteau, ce voisin qui était paisible et qui s'inquiétait simplement parce qu'il entendait des cris sur son palier. Et donc là, effectivement, il a été considéré par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes comme irresponsable, alors qu'il avait un trouble psychiatrique aigu et qu'il prenait du cannabis. Donc ce genre d'histoire, malheureusement, existe. Et cette affaire Traoré n'est ni la première ni la dernière. Donc, je crois que... Mais je comprends parfaitement que pour les parties civiles et pour la famille, ce soit extrêmement douloureux, inacceptable. Pour lui, seule une distinction des stupéfiants pourrait permettre de meilleures décisions. Si quelqu'un prend du LSD, qui est une drogue hallucinogène, là, bien sûr, il n'y a aucun doute sur le lien de causalité direct entre la drogue qui a été prise délibérément et l'effet qui s'en est suivi. En revanche, quand on fume du cannabis, l'immense majorité des gens le font avec simplement un petit état d'euphorie ou un petit état apathique, une ivresse cannabique, comme ça a été dit par Daniel Zaguri, mais heureusement, exceptionnellement, des grands états délirants. Donc, je crois qu'il faut se méfier, effectivement, de considérer que toutes les drogues se valent. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il serait utile, effectivement, si la loi doit être modifiée, de distinguer les effets des drogues, les effets à court terme et les effets à long terme, car le cannabis, non seulement peut provoquer, je viens de le dire, assez rarement des états délirants aigus, mais surtout, il peut, en association avec de nombreux autres facteurs, être un facteur de risque de schizophrénie. La France pourrait s'inspirer de la législation d'autres pays, comme nous l'explique le professeur de droit pénal Didier Rebu. Le droit international, des droits étrangers, procèdent différemment et font cette distinction pour réserver le cas
où l'abolition du discernement trouve sa cause dans un comportement volontaire et fautif de la personne. Par exemple ? Alors, parmi les droits étrangers, il y a le droit espagnol, il y a le droit italien, il y a le droit suisse. Les droits anglo-américains aussi, à travers certains précédents jurisprudentiels, font également la même chose. Et dans le droit international, il y a le statut de la Cour pénale internationale qui distingue très nettement entre, d'une part, la maladie et les déficiences mentales, et d'autre part, l'intoxication volontaire. Alors aujourd'hui, cette question de la prise de substance est au cœur des débats politiques. Lorsqu'elle est à l'origine d'un trouble psychique, la consommation de produits stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l'irresponsabilité pénale? Tout le monde y allait de son avis. Le porte-parole du gouvernement a fait une déclaration à l'image de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants, entraîne une irresponsabilité pénale. C'est pas possible. La drogue, ça peut pas être un permis de tuer. Et donc, effectivement, il faut changer la loi, puisque la loi ne convient pas. À l'Assemblée, les questions se sont succédées. Comment admettre, en effet, Monsieur le Ministre, que la consommation volontaire d'une quelconque substance altérant le comportement puisse exempter de toute responsabilité? Il est des limites morales qui appellent à des évolutions légales. On ne doit pas juger des fous dont seule la maladie éclaire le crime, oui. Mais le procès doit être automatique si les stupéfiants ont été pris volontairement. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a répondu et annoncé un projet de loi dans les semaines qui viennent. Peut-on distinguer entre le fou qu'il n'est pas question de juger, ce serait une régression, on faisait cela au Moyen-Âge, et celui qui doit sa folie à la consommation de produits stupéfiants ou de psychotropes. Je dis ici, devant la représentation nationale, oui, il faut distinguer ces deux situations. Deux lignes rouges se dressent devant notre réflexion. La première, c'est que, je l'ai déjà dit, on ne juge pas les fous. La deuxième, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas condamner un homme pour un crime si son discernement est aboli. Nous avons une voie médiane. Une nouvelle loi dans les tuyaux. Pourtant, il faut savoir que deux parlementaires, Philippe Houillon et Dominique Rimbourg, viennent de rendre un rapport qui leur avait été commandé par celle qui a précédé Éric Dupond-Moretti à la chancellerie, Nicole Belloubet. Dans ce rapport, les deux députés préconisaient de ne pas changer la loi. Enfin, Kobili Traoré, après une audience devant la Chambre de l'instruction le 27 novembre 2019, donc il y a déjà près de 2 ans, une audience de plusieurs heures où sa culpabilité a été reconnue. Il reste hospitalisé sous contrainte, ne pourra sortir qu'après avis de 2 psychiatres. L'aval du préfet est soumis à des mesures de sûreté. Merci Valentine, on te retrouve très vite bien sûr dans À l'air libre. J'accueille maintenant un philosophe, Jacques Rancière. Bonjour Jacques Rancière, installez-vous ici. Merci d'être avec nous sur le plateau d'À l'air libre. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez 80 ans, ancien élève d'Althusser. Votre pensée se déploie depuis maintenant quelques années, quelques décennies, dans une œuvre assez monumentale. Et vous venez de publier ce livre, Les mots et les torts, un dialogue sur les politiques du langage, avec Javier Bassas aux éditions La Fabrique. Penseur de la démocratie, de l'égalité, de l'émancipation, de l'esthétique, penseur non discipliné, que nous avions envie d'entendre en ces temps de désorientation multiples. Jacques Rancière, en 2005, vous publiez ce livre, La haine de la démocratie, je vais le montrer, aux éditions La Fabrique aussi. C'était juste après le référendum européen, qui avait vu la victoire du non au projet d'une constitution européenne. Vous déceliez alors dans ce livre une haine de la démocratie de la part des classes dominantes, une confusion même sur le terme de démocratie. Je commence par là parce que depuis la parution de ce livre, ces dernières années notamment, avec les électeurs de Trump, les électeurs de Marine Le Pen, même les Gilets jaunes, on nous a beaucoup expliqué dans les médias, dans la part des dirigeants, que ceux qui ont la haine de la démocratie, ce sont les pauvres, les petites gens, les populistes et délaissés du système. Qui aujourd'hui a la haine de la démocratie ? Bon, vous avez rappelé ce référendum de 2005. Bon, il est clair que les gens qui disaient à l'époque c'est à cause de la démocratie, c'était pas les petites gens. C'était effectivement, disons les gouvernants, la classe politique, toute une large frange de l'opinion intellectuelle qui disaient c'est pas possible, disons, de laisser des discussions comme ça, disons à la merci de petites gens incapables, ignorants, etc. Alors que justement, ce qui était intéressant dans
dans ce cas, c'est qu'il y avait eu tout un débat, c'est-à-dire qu'on avait vu une chose qu'on ne voit jamais habituellement pour des élections, quoi. C'est-à-dire que des gens qui se mettaient à lire le texte, parce que le gouvernement avait fait l'erreur, de son point de vue, d'envoyer le texte à tout le monde. Alors les gens l'ont lu, les gens ont discuté, il y a eu des tribunes qui se sont formées, et bon, il y a eu une espèce, pour une fois, disons, de réel débat démocratique, quoi, si vous voulez. Et au fond, c'est ce débat qui a été insupportable. Les gens ont dit, ils n'ont rien compris, c'est pas possible qu'ils décident. Non, les gens, précisément, avaient compris. Et évidemment, les gouvernants et un petit peu, leurs idéologues ont aussi compris qu'ils avaient compris. Et par conséquent, bon, il y a eu ce déferlement un peu antidémocratique qui, par ailleurs, correspondait à une espèce de mouvement d'opinion parmi l'intelligentsia qui n'a absolument rien, si vous voulez, vraiment de populaire, quoi, qui, disons, développer des thèses sur les thèmes la démocratie, c'est le règne de l'individu de masse, consommateur, narcissique et compagnie, c'est la catastrophe, c'est la fin de la civilisation. Donc il y a eu ce discours extrêmement fort à l'époque, qui est un discours qui en même temps a accompagné un processus par ailleurs qu'on connaît bien, qui est à savoir, disons, un processus de développement un peu de toutes les inégalités. Mais bon, et au fond, ce discours disant là, l'égalité c'est terrible, ça nous conduit à la catastrophe civilisationnelle. En même temps, bon, d'une certaine façon, ça n'était qu'un simple accompagnement d'un processus qui, disons, creusait les inégalités sur tous les plans. 16 ans plus tard, cette haine de la démocratie que vous aviez alors décelée, s'est-elle accentuée et en quoi ? Disons qu'elle s'est installée. Bon, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que donc à l'époque, il y avait ces grands thèmes sur la catastrophe démocratique qui étaient donc développés par une intelligentsia dite républicaine. Donc il y avait cette espèce de mise en valeur de la République comme un ordre en quelque sorte stable, disons, qui était menacé par l'espèce de déferlement démocratique, des gens qui voulaient absolument tout, des consommateurs insatiables. Et voilà, donc il y avait cette espèce de campagne idéologique au nom de la République, avec l'idée, la République, c'est les grands principes, voilà, c'est l'instruction du peuple, c'est la laïcité, etc. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la façon même dont ce signifiant républicain a été repris, quoi. C'est-à-dire ce signifiant républicain, bon, on a vu quand même le parti de droite qui a changé de nom. C'est appelé les Républicains, quoi. Et maintenant, vous savez comme moi que, bon, Marine Le Pen, disons, et son parti, ils sont républicains aussi. C'est-à-dire qu'ils défendent la morale républicaine. Ça n'est plus au nom disons, d'idées racistes vieillottes, c'est au nom de la République, maintenant qu'ils développent leurs idées, quoi. Et comme vous savez aussi, bon, disons, il y a disons, au moins un ministre du gouvernement Macron qui a trouvé que ces idées étaient un peu molles, quoi, qu'il fallait être plus radical, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y a eu vraiment une espèce de relève du discours d'extrême droite, si vous voulez, qui est venu paradoxalement de gens qui venaient de la gauche, quelques-uns de l'extrême gauche, et qui ont développé ce grand thème, la démocratie contre la République. Mais alors, cette haine de la démocratie, est-ce qu'elle a contaminé le champ politique ? En 2019, sur Mediapart, vous disiez dans un entretien avec Joseph Confavreux, ce que j'avais analysé à l'époque, c'est les thèmes du discours intellectuel républicain, entre guillemets, se sont diffusés largement, ont alimenté l'aggiornamento de l'extrême droite, et en fait, vous dites, dans une interview récente, les partis dits républicains sont devenus de plus en plus semblables à l'extrême droite sous prétexte de la combattre. Oui, bon, il y a toujours à chaque élection cette espèce d'un petit peu disons, de comédie maintenant admise, quoi, à savoir que, bon, il faut bien sûr défendre le candidat républicain. C'est-à-dire, on appelle républicain simplement celui qui n'est pas au Front National, quoi. Ouais. Et bon, ce qu'on a quand même vu aussi, c'est que, mais ça c'est même pas depuis 2005, c'était déjà avant, quoi. C'est-à-dire déjà dans les années 90, si on se souvient un petit peu des lois prises par les gouvernements de droite, loi Pascal-Maignery, des choses comme ça. Et il y avait tout un développement, toute une idéologie qui disait attention, il y a l'extrême droite qui est très dangereuse. Et pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Parce qu'elle se saisit de ce problème de l'immigration, de la défense de la laïcité, à l'époque pas la défense de la laïcité, mais de l'immigration, de la sécurité et ainsi de suite. Donc il faut l'empêcher de gagner. Pour l'empêcher de gagner, il faut en quelque sorte prévenir ses désirs. C'est-à-dire faire par avance les lois qu'elle ferait, quoi. Et donc, il y a une espèce de contamination qui s'est vraiment complètement répandue. C'est-à-dire que petit à petit, finalement, la gauche s'est un peu alignée sur la droite s'est alignée sur l'extrême droite. Et bon, on voit maintenant, que disons, entre les thèses de Le Pen et les thèses de certains ténors dits socialistes, il n'y a pas beaucoup de marche, quoi. Ouais.
Ouais. On est à un an de la présidentielle, hein, justement, et il y a tous ces débats autour, vous l'avez dit, du duel Macron-Le Pen qu'on nous annonce à nouveau, du barrage au second tour, hein, du barrage de l'extrême droite, ces batailles aussi pour savoir qui est le plus républicain par rapport à l'autre, hein, qu'on entend beaucoup. Que vous inspirent ces batailles permanentes autour de la laïcité, de la République ou de l'islamo-gauchisme, hein? Vous savez que l'islamo-gauchisme, on en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Bon, islamo-gauchisme, c'est un peu un gadget, quoi. C'est un peu un gadget pour la classe politique, une partie, disons, des intellectuels ou du monde académique. Parce que bon, moi, l'islamo-gauchiste, je sais pas si vous en connaissez, mais je n'ai jamais rencontré un seul, quoi. Et bon, ça fait partie un petit peu d'une espèce de tradition, d'une certaine droite à la fois respectable, mais en même temps assez extrême, quoi, qui déjà, dans le temps, bon, vous expliquez qu'à l'école, on n'enseignait plus la grammaire française, que tous les profs, l'instituteur ne faisaient plus que des cours de marxisme, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Voilà, bon, et bon, maintenant, c'est devenu le fait que, disons, dans les facs, il n'y a plus finalement que des thèses, disons, décoloniales, c'est-à-dire probablement islamistes, et ainsi de suite. Voilà, non, il y a une espèce de toute façon, il y a une sorte de dévalorisation systématique, et depuis déjà 20 ans, 30 ans, de tout ce qui a été un petit peu, disons, les combats ou révolutionnaires ou progressistes. Bon, finalement, révolution française, bon, bien sûr, révolution soviétique, mais aussi même, bon, la résistance même a commencé à être questionnée. Bon, l'anticolonialisme, bon, c'est devenu du racisme anti-blanc, et maintenant, l'anticolonialisme, c'est devenu de l'islamo-gauchisme, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment, toujours accompagnant, encore une fois, ce mouvement de creusement des inégalités, une espèce de radicalisation qui touche, y compris une classe, disons, supposée éclairée, libérale, etc., quoi. Après le terrible assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty, il y a eu la loi confortant les principes de la République, la loi séparatisme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette loi ? Elle m'inspire beaucoup de réflexions. La première réflexion, c'est que, bon, dans le temps, on disait que des lois, si vous voulez, c'était des choses qui réglaient un petit peu la vie de la société en général, quoi. Et maintenant, on voit de plus en plus des lois qui sont censées répondre à des circonstances précises, viser des cibles précises et finalement viser des populations précises, quoi. Bon, voilà, on a grandi un petit peu, là. C'était justement à l'époque l'idéologie républicaine, mais républicaine dans le temps, quoi. Avec l'idée que la loi n'avait toujours un objet général, quoi, que la loi, c'était pas fait pour régler des problèmes particuliers. Bon, ça concerne le mode de vivre d'une société dans son intégralité, quoi. Or, bon, qu'est-ce qu'on voit maintenant, effectivement, c'est que il y a ce crime qui est un crime horrible. Bon, je le dis, j'ai même des gens qui ont considéré que en le disant, je faisais véritablement une concession inadmissible à l'ennemi. Mais enfin bon, je maintiens que c'est un crime absolument horrible. Mais cela dit, on sait très bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à passer à l'acte et à tuer au nom de l'islam, quoi. On sait aussi que des gens sont quand même minoritaires par rapport à l'ensemble de la population de confession musulmane, quoi. Ce qui veut dire que si on veut vraiment lutter contre ça, il faut essayer au maximum de désolidariser, disons, la population musulmane de confession musulmane dans son ensemble, disons, de ces petites franges effectivement dangereuses et effectivement criminelles, quoi. Or, il me semble que ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on a fait une loi qui est faite spécifiquement vraiment pour les musulmans, et une loi comme ça qui multiplie une série de petites mesures, dont on voit pas très bien le rapport, parce que disons, enseigner son enfant à domicile, est-ce que vraiment ça va produire que 15 ans ou 20 ans après, cet enfant deviendra un terroriste? C'est une plaisanterie, quoi. Ça veut dire qu'on mêle un peu tout. Donc, effectivement, l'éducation à domicile, le certificat de virginité, toutes sortes de choses. Alors que c'est-à-dire que du même coup, on dit bien, on vise cette communauté dans son ensemble. Ce qui est évidemment une manière aussi de désigner la France, disons, un petit peu à la vindicte de ces gens-là, quoi. Donc je pense que voilà, disons, si on veut véritablement lutter contre le terrorisme islamique, il faut faire exactement le contraire de ce qui a été fait. Ce qui me laisse penser que finalement, au fond, maintenant, une loi n'est plus tellement quelque chose qui est fait pour régler la vie d'une société. Une loi, c'est une espèce, au fond, de manifeste, c'est une forme de campagne idéologique, quoi. Voilà, on dit effectivement à la partie de l'opinion, une partie de l'opinion d'une part, disons, qu'on voit, disons, un petit peu à sa sécurité, bien sûr, mais aussi, disons, on fait entendre à une frange assez importante aussi de cette même population que voilà, on va leur taper dessus, quoi. Il faut bien dire les choses comme elles sont.
Est-ce qu'on est encore dans cette période de pandémie depuis 1 an maintenant? On va y rester d'ailleurs encore un petit peu probablement. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'obéissance, la capacité de résistance. Est-ce que la pandémie nous a rendu, et en quoi la pandémie ou le mode de gestion de la pandémie nous a rendu plus obéissants? Bon, je pense que, bon, disons, habituellement, nos gouvernements nous ont habitués à, disons, légiférer au nom de la nécessité, en nous disant on ne peut pas faire autrement, quoi. Et bon, disons, jusque-là, c'était, disons, au fond, l'économie qui était l'espèce de garantie, quoi, qui garantie qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que, bon, on disait, il y a la globalisation, bon, ou bien on suit, ou bien on crève. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, le fameux No Alternative de Margaret Thatcher. Et bon, mais disons, bon, tant qu'on dit, tant qu'on dit, il n'y a pas d'alternative, disons, à cette espèce de mainmise de plus en plus forte du marché sur nos existences, bon, les gens disent non, c'est pas vrai, il y a des alternatives. Bon, quand la mort arrive, il n'y a pas d'alternative. Disons, le problème de la seule alternative à la mort, c'est la vie, quoi. Et effectivement, bon, quand un gouvernement prend des mesures, qui peuvent être mal prises au mauvais moment, tout ce qu'on veut, quoi, mais qui en même temps ont pour objet, malgré tout, de maintenir en vie autant que possible les gens, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons, ce qui était assez singulier, c'est que pendant très très longtemps, il n'y a guère que les gens d'extrême droite qui ont manifesté, un peu partout dans différents pays, pas en France, mais bon, si on pense bien sûr aux États-Unis, on pense à l'Allemagne, pourtant il n'y avait pas, disons là, un chef d'État, disons, poussant à la lutte contre les mesures sanitaires. Il y a une espèce de résignation, parce que bon, il y a des moments dans l'histoire des sociétés où les gens, bon, sont prêts à se battre. Bon, il y a des grands mots d'ordre du genre la liberté ou la mort. Bon, il y a des époques comme ça où ça résonne, quoi. La liberté ou la mort, la servitude, la servitude, on l'accepte pas, parfait. Mais bon, je dirais, qui a envie de risquer sa vie pour désobéir au gouvernement sur un plan comme ça? Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de disons au fond de majoration de toutes les procédures consensuelles d'accord qui a été effectivement due à la pandémie, avec très très peu de possibilités de résister. Cette pandémie, elle a été aussi, et ça je voulais vous poser la question en fait depuis longtemps, je suis content de vous la poser, elle a été un moment de questionnement, de doute légitime, de recherche d'explications et aussi de ce qu'on appelle parfois des théories du complot. Dans un paysage informationnel foisonnant, médias, réseaux sociaux, toutes sortes de sites, comment on fait avec ça et comment on répond à ce genre de choses sans renvoyer ceux qui les formulent à soit leur folie, leur ignorance, leur populisme / fascisme, ou leur donner l'impression de mépriser leur intelligence. Parce que c'est souvent ce qui est entendu, c'est comme un dialogue impossible en fait. Oui, bon, vous savez, c'est un peu difficile, mais bon, la théorie complotiste, on pouvait dire, attention, mais c'est des pauvres gens, etc. Donc il faut pas trop les brusquer. Mais non, c'est pas des pauvres gens. La théorie complotiste, c'est quoi? C'est une forme particulière, effectivement un peu extrême, d'une attitude qui consiste à penser qu'on est plus malin que les autres. Ouais. Enfin, malgré tout, c'est quand même ça qui est, au cœur des choses. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde, dans des formes de rationalité, où finalement on vous dit toujours que attention, faut se méfier, que la réalité comme ça a l'air d'être comme ça en apparence, mais qu'en réalité, il faut voir les choses qui sont pas en dessous. Donc, si vous voulez, il y a toute une espèce de rationalité admise, bien considérée, même scientifique, qui dit toujours de faire attention, de regarder ce qui se passe derrière, ce qui se passe en dessous, etc. Et d'une certaine façon, le complotisme, c'est greffé un peu là-dessus, quoi. De même que si vous pensez par exemple au négationnisme, donc la négation du génocide nazi, c'est aussi appuyé sur toute une théorie de l'histoire qui prouvait que ça pouvait pas avoir eu lieu, quoi. Donc je pense que pour moi, parce que j'ai essayé de dire à propos notamment de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le complotisme, c'est pas la révolte des petites gens, quoi. Le complotisme, c'est une manière dont les gens affirment finalement qu'ils sont plus malins que les autres, quoi. Ouais. D'une certaine façon, les électeurs de Trump, c'est pas la peine de dire c'est des pauvres types, vraiment un peu comme ça, ils comprennent pas, donc ils foncent là-dessus, ils foncent sur les fake news. Mais les fake news, c'est pas des choses
choses qui trompent les gens, qui sont trop bêtes. Les fake news, ça annonce des choses que les gens ont envie d'entendre. Et ça fait plaisir, quoi. Moi, je pense justement, il ne faut pas penser en termes d'ignorance, de bêtises, etc. Non, il faut penser que tous les gens qui adhèrent aux théories complétistes, qui adhèrent aux fake news, ça leur plaît d'entendre ça, ça leur plaît, et voilà, c'est ça qui est important. Et ce qui est très très caractéristique aujourd'hui, c'est que voilà, on vit dans un monde où, disons, les gens qui appartiennent aux classes dites cultivées, libérales et compagnie, jouent aussi finalement ce jeu en quelque sorte, de développer cette espèce de forme de culture finalement du complot, de la haine et ainsi de suite. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions. Un de vos livres les plus marquants, c'est La Nuit des prolétaires, un travail dans les archives ouvrières au XIXe siècle. Vous avez donné à voir leurs pensées, leurs écrits, leurs rêves, leur aspiration à l'émancipation à la fois individuelle et collective. On est en train de fêter les 150 ans de la Commune. Les prolétaires ont-ils encore la possibilité de cette émancipation, ou est-ce qu'ils sont plus que jamais écrasés par leurs conditions ? C'est-à-dire que, bon, disons, ce que j'ai étudié, si vous voulez, c'est un petit peu un moment qu'on pourrait dire constitutif, c'est-à-dire que le moment où des gens qui sont ouvriers, qui sont prolétaires, mais prolétaire, c'est justement, ça devient pas une condition. Prolétaire, c'est une espèce de mot qui désigne, on peut dire symboliquement, d'une classe de gens, quoi. Bon, les prolétaires dans le temps, justement, c'était les gens incapables. Et puis, à un moment donné, où les gens revendiquent ça et font de prolétaires, ou font d'ouvriers, ou font de travailleurs, pas simplement l'indice d'une condition, mais une espèce de forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils se constituent comme des sujets qui, justement, renversent un petit peu la manière dont le langage fonctionne normalement. Et c'est un petit peu le début d'une sorte de renversement du monde, quoi. Alors, après ça, il y a eu, disons, des mouvements ouvriers de masse, et puis, il y a tout ce qu'on sait, la désindustrialisation, ou la délocalisation des industries, ce qui fait que, voilà, on se retrouve dans une espèce d'éparpillement, quoi. Et moi j'ai étudié ce moment où, en quelque sorte, des gens éparpillés commençaient finalement justement à se constituer en communauté, quoi. Maintenant on est dans une espèce de phase, au contraire, de délitement, quoi. Et je dirais que c'est très difficile, si vous voulez, c'est très difficile de penser aujourd'hui comment des gens qui sont de plus en plus mis dans des situations individuelles, dans des situations où ils ont finalement uniquement un rapport individuel à celui qui les embauche. Au fond, c'est très très difficile. Qu'est-ce qui a été la grande conquête du mouvement ouvrier? Ça a été de dire la question du salaire, c'est pas une question qui se traite entre un maître et un employé. C'est une question collective. C'est une affaire publique, quoi. Or disons, toutes les politiques menées depuis 30-40 ans ont consisté précisément à détruire cette affaire publique, à faire qu'il n'y ait plus que des rapports individualisés. Alors, comment ça peut vraiment maintenant se retourner? Est-ce qu'il peut y avoir des brèches? On ne sait pas très bien, parce que on est dans des situations où on voit bien, les gens recherchent à faire communauté, mais il n'y a plus en quelque sorte les liens qui existaient, qu'on pourrait presque dire presque naturellement entre eux, quoi. Donc, disons, l'histoire n'est jamais terminée, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais il est clair qu'on n'est pas dans une situation où on voit immédiatement comment va se reconstituer une force puissante de contestation du système existant. Je redis, donc dans un an, il y a cette élection présidentielle, la gauche, il en reste quoi aujourd'hui? Pourquoi elle fait plus rêver? Et surtout, il en reste quoi? Je crois qu'il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose, parce que disons, il faut quand même se souvenir qu'en 1981, n'est-ce pas, disons, les socialistes se sont fait élire en prenant avec un programme qui était ultra-marxiste. C'était du sérieux. On était complètement dépassés, nous, pas par le programme du PS. On fête les 40 ans, là, en ce moment. Voilà. Disons, on a vu effectivement, cette gauche se déliter complètement, l'expérience du pouvoir, le goût du pouvoir, et puis, voilà, quand on est au pouvoir, on prend, disons, finalement, les modes de pensée qui sont adéquats, quoi. Et puis voilà, donc, disons, il y a eu une espèce de facteur vraiment de dislocation. On peut dire que le Parti socialiste a largement tué la gauche, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement une espèce de dispersion entre des gens qui essayent de croire que la vieille gauche existe toujours, de reprendre le flambeau un peu de la vieille gauche, qui je pense, comme les héritiers de Jaurès, ou quelque chose comme ça, quoi. Vous pensez à quelqu'un?
je sais pas, on peut penser à la France insoumise, par exemple, si on veut, quoi. Et puis, bon, c'est une geste qui est, du coup, qui pour vous est datée ou qui n'est plus en phase avec les attentes du moment, ou qui est de la reconstitution d'une geste passée Oui, je pense que c'est la reconstitution, effectivement, malgré tout, d'un geste passé, de l'époque, justement, où, malgré tout, bon, bah, disons, le tribun populaire pouvait dire qu'il avait derrière lui, comme ça, bon, la classe ouvrière, etc., et tout ça. Bon, ça n'existe plus, et on fait que, voilà, donc, à un moment donné, ça devient un peu de la pause, parce que, en quelque sorte, la base qui assurait, au fond, que ces discours parlaient de quelque chose, est un peu épuisée. Mais bon, je veux pas leur taper dessus, c'est pas mon problème, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de caricature, justement, d'une gauche qui n'existe plus vraiment, quoi. Et puis, bon, il y a tout le reste qu'on sait, bon, à savoir qu'il y a tous ces mouvements alternatifs qui, au fond, disons, ne peuvent pas se penser même comme intégrés à ce système, quoi. Donc il y a une espèce, disons, de refus de participer, quoi. Il y a quand même une espèce de coupure radicale entre des gens qui ont des volontés, une idéologie égalitaire, quoi. Et puis, ce système représentatif où vraiment ils ne se reconnaissent plus, quoi. Donc c'est la coupure entre des aspirations égalitaires qui, elles, existent toujours, foisonnent. On peut penser à la crise climatique qui, justement, aussi accélère tout ça, et un système politique qui est complètement déconnecté. Il est déconnecté, enfin, disons, il y a... Les institutions. Je pense qu'on arrive, effectivement, à un point où, en quelque sorte, il y a des gens qui ne peuvent vraiment exister comme communauté des égaux qu'en dehors de ce système représentatif, électoral, et que il y a une espèce effectivement de coupure extrêmement difficile. Bon, on voit bien que chaque fois qu'il y a un grand mouvement de masse, il y a un parti de gauche de la gauche, quoi, qui essaye de s'en saisir, et avec des résultats, on a quand même vu les résultats très tristes, en Grèce, quoi. On voit des résultats pas brillants non plus en Espagne, quoi. Donc malheureusement, je crois que oui, il y a une coupure effective, sans parler, disons, un petit peu de tout ce qu'apporte là-dedans le complexe écologique, parce que l'écologie, ça désigne tellement de choses. Ça désigne des gens qui veulent des mesures autoritaires, finalement, pour sauver la planète. Ça désigne des militants alternatifs qui pensent en termes de territoire, en termes de forme de vie, et pas disons, en termes de prendre le pouvoir pour imposer ce qui est bien pour la planète. Donc voilà, je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est très critique pour l'existence même de quelque chose qu'on appelle gauche, quoi. Merci, Jacques Rancière. Juste une petite question, est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour vous? Des motifs d'espoir, c'est qu'on voit quand même un peu régulièrement qu'il y a des gens qui n'acceptent plus, quoi. Ouais. C'est pas simplement de la protestation, il y a des gens qui veulent vivre autrement et qui quand même un peu régulièrement montrent qu'ils ont envie de vivre autrement, de créer un autre monde. Donc tant que ces gens-là existent, tant que ces formes de rassemblement égalitaire existent, il y a de l'espoir, quoi. Merci, on va quand même finir par ça. Je préfère finir par ça. Merci infiniment, Jacques Rancière, d'être passé par À l'air libre. On rappelle votre dernier livre, Les mots et les torts, un dialogue sur la politique du langage avec le philosophe Javier Bassas aux éditions La Fabrique. Et bientôt, et bien sûr, on peut relire tous vos livres. Ils sont très nombreux. Je conseille Le Maître ignorant, c'est mon préféré. Voilà, vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage, et surtout abonnez-vous. D'abord, les élections régionales en Espagne, vous l'avez dit, Jacques Rancière, la droite a remporté les élections de la région de Madrid mardi. Le Parti populaire est loin devant le bloc des gauches. Pablo Iglesias, cofondateur de Podemos en 2014, a manqué son pari et annonce son retrait de la vie politique. C'est l'analyse de Ludovic Lamant à lire sur Mediapart. Régional toujours, mais en France cette fois, Pauline Groll est allée en reportage dans les Pays de Loire. L'ancien marcheur proche de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, investi par les écolos, est parvenu à embarquer la France insoumise dans l'aventure. Enfin, alors qu'Emmanuel Macron, on l'a dit, commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon, Antoine Perrault s'intéresse à un autre bicentenaire lié à l'empereur. En 1969, la Ve République avait préparé un grand tralala, sauf que un référendum perdu est passé par là. De Gaulle quittait la présidence, Pompidou l'a remplacé. Pompidou, ancien de la bande Rothschild comme Emmanuel Macron, l'histoire parfois bégaye. Voilà, À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci, bonne soirée.